Imaginez un monde où chaque clic, chaque déplacement, chaque mot échangé est non seulement enregistré, mais analysé par l'État. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est la réalité qui prend forme en Russie. Ensemble, on va décortiquer ce qu'on appelle le goulag numérique, un système de surveillance d'une ampleur totalement inédite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'est appuyé sur un article passionnant de Didier Taormina qui a été publié en novembre 2025 et qui lève vraiment le voile sur ce qui se passe en Russie. L'article s'ouvre avec une expression qui frappe fort. L'avènement du goulag numérique. Alors, juste une métaphore pour faire un titre choc ? Eh bien, pas vraiment. Ces mots, ils posent tout de suite le décor d'une réalité où la technologie est devenue l'outil principal d'un contrôle absolu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement un goulag numérique ? C'est simple, c'est l'utilisation de tout ce que la technologie moderne peut offrir, l'intelligence artificielle, la surveillance de masse, le traçage GPS, pour construire une immense prison numérique. La référence au goulag soviétique, bien sûr, elle n'est pas là par hasard. Elle évoque une oppression systématique, mais adaptée au XXIe siècle. Ok, mais la question c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Un système aussi complexe, ça ne sort pas de nulle part. Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à ses origines, qui sont, on va le voir, profondément liées à un contexte de guerre. Quand on regarde la chronologie, il y a un point de bascule qui est évident. Avant 2022, le contrôle numérique se renforçait déjà, petit à petit. Mais l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ça a été le prétexte parfait pour passer à la vitesse supérieure. Au nom de la sécurité nationale, toutes les barrières sont tombées. Et ça a mené à des expérimentations bien réelles, comme ce système de traçage ciblé qui a été lancé à Moscou en septembre 2025. Bon, maintenant, plongeons un peu dans la mécanique de ce goulag numérique. Quels sont les outils qui le rendent si redoutable ? En fait, ce n'est pas une seule technologie, mais plutôt une combinaison de plusieurs briques qui s'emboîtent parfaitement. On peut dire que toute cette architecture repose sur 5 grands piliers. D'un côté, on a le contrôle du réseau lui-même, avec l'idée d'un Internet souverain et le système d'interception SORM 3. De l'autre côté, on a le contrôle des individus, avec la reconnaissance faciale généralisée et des applis de géolocalisation obligatoires. Et pour que la boucle soit bouclée, il y a cette stratégie d'isolement, qui vise à remplacer tous les services étrangers par des alternatives bien contrôlées. Pour que ça ne reste pas juste un concept abstrait, on va prendre un exemple très concret qui illustre à la perfection le fonctionnement du système. C'est l'application que l'on impose aux travailleurs migrants. Et là, le mécanisme était implacable. Première étape, on force l'installation de l'application. Deuxième étape, le traçage est permanent. Chaque mouvement est envoyé en continu aux autorités. Et troisième étape, la sanction est immédiate. On essaye de désactiver l'appli, les comptes bancaires sont bloqués, la carte SIM est gelée, et l'expulsion devient une menace très réelle. C'est le contrôle absolu. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a toute l'infrastructure invisible. Et la pièce maîtresse de cette infrastructure, c'est le système SORM3. Il faut bien comprendre qu'on ne se contente plus d'écouter des conversations. Non, on collecte et on analyse massivement tout ce qu'on appelle les métadonnées. Qui parle à qui, quand, d'où. Ça permet de créer une carte complète de toutes les interactions sociales et tout ça est accessible directement par les services de renseignement. Bien sûr, pour que le contrôle soit total, il faut être le maître du terrain de jeu, le réseau lui-même, et c'est tout l'objectif de cet Internet souverain. Il faut oublier l'image de l'Internet mondial, ouvert, interconnecté. Le modèle russe, c'est plutôt un gigantesque intranet national, une sorte de jardin clos entièrement filtré et contrôlé. Ça permet au pouvoir de censurer des contenus, bien sûr, mais aussi, si besoin, de couper numériquement le pays du reste du monde. D'accord, on a vu la technique, la stratégie, mais au final, quel est l'impact de tout ça sur la vie quotidienne des gens ? Parce qu'un tel système, évidemment, ça a des conséquences énormes. Ça provoque ce qu'on peut appeler une véritable asphyxie numérique et ça redéfinit complètement la notion même de liberté. L'article emploie une autre image que je trouve très juste, celle de l'asphyxie numérique. C'est exactement ça. C'est l'idée que l'espace pour respirer, pour penser librement, pour être soi-même, se réduit de plus en plus, jusqu'à presque disparaître. Le contrôle n'est plus une simple menace, il fait partie de la vie de tous les jours. Et cette asphyxie, on en voit les symptômes très concrètement. Les gens commencent à s'auto-censurer, par peur de dire le mot de trop. Un climat de méfiance s'installe partout. L'espace privé, il n'existe tout simplement plus. Et coupés des informations du monde extérieur, beaucoup finissent par se résigner. Au final, le goulag n'est plus seulement numérique, il devient aussi mental. Pour conclure cette analyse, ce qu'on observe, c'est une sorte de choc frontal entre le potentiel quasi illimité de la technologie et la simple préservation de nos libertés les plus fondamentales. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce goulag numérique n'est pas qu'une histoire de technologie. C'est en fait un cocktail. C'est le mélange de 3 ingrédients.
Une technologie de pointe, des lois de plus en plus restrictives et bien sûr une volonté politique autoritaire. C'est cette alliance qui est explosive et qui crée cette nouvelle forme de contrôle total. Et toute cette situation nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement le seul cas de la Russie. La technologie, en soi, elle est neutre. Mais l'usage qu'on en fait, lui, ne l'est jamais. Est-ce qu'elle est un outil au service du progrès, de l'émancipation, ou est-ce qu'elle se transforme, presque inévitablement, en instrument de contrôle? La question reste ouverte. Voilà qui conclut notre analyse sur ce sujet complexe. Si vous voulez continuer à explorer ces questions, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.